Eh bien, voilà, vous avez vu, on m'avait dit qu'il va falloir faire attention au temps. Je pense que là, on a deux beaux modèles de gens qui parlent bien et vite. Voilà, alors, la journée, c'est surtout avant tout l'échange. On a des invités prestigieux qui vont nous amener eh bien, leurs expériences autour du thème dont parlaient Monsieur Pipard et Monsieur Delavenne. Donc, je vais les inviter tout de suite à nous rejoindre. Vont intervenir sur le premier débat Alexis Manouvrier, donc qui bosse pour la Fédération Française de Handball. C'est ce qu'on va marquer, hein. Là je me trompe pas. Bonjour, allez-y, installez-vous. Je vais inviter, alors maintenant, après le handball, on va parler judo. Jean-Paul Coche, je prononce bien. Donc Fédération Française de Judo. Médaillé olympique quand même, hein, aux Jeux Olympiques de Munich en 1972, je ne me trompe pas. Oh, c'était hier. Peut-être que j'aurais peut-être pu dire quand même pour Alexis Manouvrier. Donc conseiller président, c'est ça. Conseiller du président de la Fédération Française de Handball, pas d'erreur? Je suis un élu, donc je suis membre du bureau directeur. Donc j'aurai une approche un peu politique du sujet. Il en faut. Il en faut. Donc Jean-Paul Coche, comme j'ai pu vous le dire, est qui est aujourd'hui responsable de la commission éducation-insertion. C'est bien ça? Et Karim Belaïd, que je cherchais tout à l'heure et qui arrive juste au moment où je le cherche, qui lui est membre de la commission médicale de la Fédération Française, alors EPMN. C'est bien ça? Non, il y a plutôt un micro là-bas. Voilà. Interviendront dans ce débat donc André Leclerc, qui est vice-président délégué au sport des sociétés du Comité national olympique et sportif français, qui est en train d'arriver puisque son train n'est pas encore là. Cécile Novak, on me soulignait tout à l'heure qu'il y a 10 ans, elle était dans les bureaux du Courrier Picard avec notre très cher Lionel Herbé. 10 ans déjà. Disons 10, disons 10. N'en rajoutons pas. Est-il utile de le rappeler, puisque c'était en 1992, c'est ça? 20 ans, eh oui. Cécile Novak, donc médaille d'or en judo dans la catégorie des poids super légers. Moins de 48 kg, vous étiez. Aux Jeux Olympiques de Barcelone en 92. Ok? Il y aura Philippe Hermenot également. Est-ce qu'il est arrivé? Oui, c'est bon, pardon. Philippe Hermenot, est-ce qu'il est arrivé? Non? Donc Philippe Hermenot qui devrait arriver. Et Henri Paulfin. Est-ce qu'il est arrivé, Henri Paulfin? Non, donc qui devrait arriver et qui débattra, donc qui a participé aux Jeux Olympiques à Munich également en 1972. Il n'y a pas d'erreur? Il faisait partie de la bande, vous vous souvenez? Monsieur Coche, c'est ça? Ah oui, Lionel, qui sait tout ça? Messieurs, donc le débat dont on va parler tous ensemble, je vous laisse intervenir. N'hésitez pas à apporter des petits plus sur les dires des uns des autres. Hein. Vous avez un temps de parole, je vous dis, lâchez-vous. Instruisez-nous, donnez-nous des informations, et puis après on pourra débattre dans les petits ateliers, donc 2 ateliers dans la journée, sur lesquels on pourra échanger et justement avancer sur nos projets les uns les autres. Je vous laisse la parole. Ça marche. Alors, ah oui, pardon. C'est technique. Voilà. Vous pouvez laisser comme ça. Bon, donc bonjour. Je suis Jean-Paul Coche. Je vais vous parler 2 secondes de la façon dont j'en suis arrivé à être responsable de la commission éducation-insertion. Je vais vous en parler très rapidement. Je voudrais dire à monsieur le directeur jeunesse et sport que je fais partie de votre administration depuis 1969 et que je vais m'arrêter cette année, donc ça fait quand même un petit bout de temps. Je voudrais lui dire aussi que j'en suis très heureux. Dire aussi que lorsque, il y a quelques années de ça, j'ai vu apparaître le mot cohésion sociale dans la dénomination de la jeunesse et sport, j'ai bien aimé parce que j'ai toujours cru, moi, au fait que le sport était vraiment un phénomène de société. Étant, on vous l'a dit, pas parler de mon passé, médaillé olympique, et j'ai été aussi quand même quelques années entraîneur national, 12 ans. Donc 12 ans en charge de certaines équipes de France. Donc je connais et j'aime la compétition, j'ai été un fou de compétition. Cependant, j'estime que dans notre sport, en particulier le judo, qui est quelque chose d'un peu particulier,
l'aspect éducatif est primordial. Voilà. Donc ça c'est une chose. Donc moi j'ai arrêté ma carrière, j'étais responsable de plein de choses après avec la Fédération internationale, etc. Puis il y a quelques années de ça, à la ville de Marseille, je suis allé un jour lors d'une réunion, j'ai fait la connaissance d'un sous-préfet ville qui m'a interpellé, qui m'a dit, mais enfin, dans le cadre de la politique de la ville, donc c'était le plan 96-2000, hein, dans le cadre de la politique de la ville, je ne comprends pas la politique du projet sportif, on n'a que des projets culturels. Monsieur Coche, je suis judoka, ancien judoka, faites-moi un projet. Donc j'ai pensé à établir un projet, mais l'initiative en était au sous-préfet. Donc ce projet il est simple. Au départ, je voulais faire un dojo dans des cités sensibles, etc. Ça n'a pas été possible, problème de financement, etc. Et quand même, je me suis dit, une petite lumière dans ma tête, je me suis dit, quand même, on a quand même plein de dojos, nous, dans ces quartiers. Et on a fait un appel à projet sur les quartiers qui étaient, sur les dojos qui étaient en quartier sensible. Voilà. Alors bon, l'idée, c'est que, nous, on fait un sport qui est relativement magique, hein. C'est-à-dire qu'on est tous en kimono, pieds nus, mains nues, on n'a pas de problème de matériel, de chaussures plus belles que les autres, ou de shorts ou de t-shirts plus beaux que les autres. Donc on a un kimono, deux bras, deux jambes, qu'à partir de là, tout le monde est sur le même plan. Donc ça c'est un avantage. Deuxième avantage de la pratique du judo, on est dans un carré ou un rectangle, et si on sort de ce rectangle, de ce carré, on s'en exclut soi-même. Donc ça c'est aussi autre chose. Et à partir du moment où on y est, eh bien, il y a l'aspect dojo, l'aspect du professeur. On fait un art martial, quelque chose qui nous vient du Japon. Vous connaissez, et vous avez pu voir lors des différents événements qui ont eu lieu ces derniers temps au Japon, ces événements malheureux, que les Japonais étaient un peuple discipliné, respectueux d'eux-mêmes et des autres. Donc voilà toutes les valeurs qu'on développe autour de nos valeurs du judo. Et en fonction des lieux où étaient implantés nos dojos, on a créé un projet qui s'appelle les 100 ceintures noires. Donc je suis venu développer ce projet, on a développé ce projet donc, pour la première fois à Marseille. On a fait appel à projet, 8 clubs se sont inscrits, on a 4 clubs qui présentaient le plus de garanties. Le plus de garanties pour nous, c'était avant tout l'aspect pédagogique. Alors l'aspect pédagogique est important parce qu'on ne peut pas confier des enfants venant de quartiers sensibles à Marseille ou ailleurs, hein, à des gens qui n'ont pas d'expérience. Donc à partir de là, on a fait nos choix et on a commencé ça, on a appelé ça les 100 ceintures noires parce qu'il y avait 4 clubs et que chaque club pouvait accueillir 25 gamins venant de ces quartiers. Alors ces gamins, comment étaient-ils recrutés? Bon, ils étaient recrutés avant tout avec les gens qui étaient sur le terrain, parce que nous on est bien gentils, les sportifs et les enseignants, mais on ne sait pas toujours aller chercher les gens dans les quartiers. Hein. On laisse venir à nous, on renseigne, mais on ne sait pas aller chercher les gens vraiment en difficulté. Alors, j'ai eu l'idée de m'adresser aux éducateurs sociaux. Partout où il y a des éducateurs sociaux, au lieu de se regarder en chaîne faïence les sportifs et les gens qui travaillent dans le milieu social, on a essayé de s'unir. Alors on a fait ça à travers la ville de Marseille, bien sûr, les institutions. Et ces gens-là nous ont indiqué, en fonction évidemment de l'endroit où était situé le club, ils nous ont indiqué comment pouvoir aller chercher ces gens-là. Alors c'était soit avec le centre social, soit avec un collège difficile, et c'est toujours malgré tout une question d'hommes ou de femmes qui ont envie de faire ce projet. Alors à partir du dojo, on regardait quel était le moyen de transport, etc. Donc on arrivait finalement à quadriller le quartier pour pouvoir avoir le plus facilement possible des jeunes en difficulté. Voilà. Et puis bon, ça a vraiment très très bien fonctionné, au point qu'un an après, moi je suis allé voir mon président, qui était Michel Vial à l'époque, Jean-Luc Rouget, son directeur, qui est maintenant président, mais c'était son directeur administratif. Et je leur ai dit, voilà, moi maintenant ce que je veux faire, c'est le sportif, c'est bien, j'ai fait le tour, je voudrais m'occuper de cet aspect, cette commission, je voudrais qu'on crée une commission, on va l'appeler éducation insertion, et on va, avec les gens qui s'y intéressent, on va essayer d'établir un projet. Voilà. Alors bon, pour vous dire que depuis ce projet, il est dans toute la France.
je crois qu'on doit avoir 5000 gamins à peu près France entière, on les a encore évalués hier. On en a à Bordeaux, on en a à Paris, Marseille, Toulouse, enfin un peu partout. Il y en a maintenant qui créent des projets sans qu'on le sache. Bon, ça c'est aussi intéressant, ça veut dire que c'est passé dans les mœurs chez nous, dans les organismes déconcentrés. Alors concernant les financements, bon, parce que la question va m'être posée, mais elle est très variable. Bon, il y a bien sûr toutes les institutions qui ont des lignes budgétaires à ce niveau, mais dans certaines villes, ça peut être aussi la ville elle-même, ça peut être plus un conseil général qui veut, selon sa politique. Voilà, donc ça après, c'est le problème des financements. Je crois que ce sont des gens qui sont sur le terrain qui arrivent à gérer la chose. Voilà. Alors, on les accompagne, ces gamins, sur le plan sportif, mais pas que sur le plan sportif. Alors ça, c'était au tout début. Alors, soutien scolaire pour certains. On a des parents qui... Vous savez, au judo, on fait des compétitions très tôt le matin. Hein. Donc ça veut dire que les gamins qui sont au club, ils apprennent à se lever tôt. On a les catégories de poids. Ça veut dire qu'ils apprennent à contrôler ce qu'est leur corps, ce qu'est être en bonne santé. Bien sûr, tout ça avec les gens du club. Et puis, aussi, ce qui est très intéressant, c'est que bien souvent, les gamins qui n'avaient pas de voiture dans ces cités, c'était les gens du club qui étaient inscrits au club, qui allaient les chercher. Donc ça crée aussi un tissu social qui était quand même très important. Voilà un peu la manière de fonctionner. Après, je vais m'arrêter. Non, continuez. Je voulais peut-être faire rebondir Madame Novak. On va continuer avec Cécile Novak, hein, parce que voilà, il y a 20 ans de différence entre vos titres. Est-ce que vous avez aussi continué votre après-carrière? Est-ce qu'elle a évolué dans le même sens que M. Koch? Eh bien, disons qu'effectivement, nous avons la chance d'avoir une fédération qui prend de garder ses champions au sein de la filière, dans la fédération, pour qu'il y ait une continuité, un passage de témoin d'expérience. Et ça, c'est la richesse de notre fédération. Donc j'ai un parcours sportif. J'ai pris un peu de temps avant de revenir au monde du judo. Hein. J'ai pris le temps de faire mes deux garçons, hein. de savoir exactement si j'avais envie de revenir et de donner dans cette fédération qui m'avait beaucoup donné. Effectivement, je suis actuellement toujours dans le milieu du judo. Entraîneur national. Enfin, je suis d'abord passée par un pôle espoir, puisque la fédération nous demande de s'armer d'expérience avant d'arriver sur le niveau national. Donc je suis passée par un pôle France, donc j'ai fait mon apprentissage sur un pôle France. Ensuite j'ai été entraîneur national. J'ai été responsable d'un pôle espoir, responsable de la région Nord-Pas-de-Calais pour l'ETR, qui regroupe la formation, le développement du judo, le haut niveau, et actuellement en transition sur la Picardie depuis un an. Donc ça complète également mon expérience et je devrais prendre la responsabilité de la zone nord-est, donc de cette région. Et au-delà de la performance, on va dire, de haut niveau, est-ce que tout le travail justement que fait M. Koch et puis dans toutes les régions, c'est une sortie aussi pour tous ces jeunes de devenir à la fois des champions, mais une réussite dans la vie, parce que je pense que c'est surtout la chose sur laquelle vous insistez, quoi. Oui, nous on insiste qu'on a un accompagnement qui est sur le plan scolaire, bien entendu, parce que les parents viennent nous voir au bout d'un moment, nous disent les parents qui sortaient pas de la cité beaucoup, au bout d'un moment ils viennent s'intéresser à ce que font leurs fils dans le dojo, ils viennent nous dire, mais attendez, sur le plan scolaire ça marchait pas du tout, maintenant ça marche, vous leur avez fait quoi? Donc on ne fait pas grand-chose, ils pratiquent. C'est le dojo, il y a le professeur qui est le père, hein, donc qui contrôle. On ne les choisit pas n'importe comment au dojo. Hein, donc quelqu'un qui a une personnalité qui fait que, en quelque sorte, il règne un peu sur tout ça et il y a un suivi très régulier. Alors on est très aidé aussi par les institutions. Je vais couper simplement. Peut-être que certaines personnes ne savent pas ce que c'est que le dojo. Le dojo c'est le lieu où on pratique le judo. Hein. C'est la salle. En japonais, désolé. Pour moi c'est naturel, mais je reconnais. Non mais j'imagine, mais attendez-moi le premier. Donc voilà. Et ensuite on a commencé, bon, il y a la scolarité, mais après ces jeunes, ils sont en devenir,
Et évidemment, nous, on préfère qu'il y ait une scolarité jusqu'au bout et qu'on ait finalement, au bout du compte, des ingénieurs et des chercheurs. Ceci dit, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Certains prennent le train en marche et sont souvent aussi dans des lycées professionnels, etc. Alors là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en tant que fédération, on a fait des accords avec des entreprises, des grandes entreprises, des entreprises moyennes suivant les endroits, et on peut aussi proposer du boulot à ces jeunes. Alors proposer du boulot comment? En fonction de leurs compétences d'une part, et deuxièmement, avec la relation qu'on va établir avec les entreprises. Alors on le fait très souvent au cours de forums. Chaque année on a un forum où on fait venir des jeunes et où les entreprises viennent, peuvent renseigner les jeunes. Il y a des parrainages, il y a des partenariats. Et on arrive comme ça aussi à indiquer à ces jeunes dans quelle direction ils peuvent aller. Voilà. Il y a un phénomène particulier, après je vais peut-être laisser à quelqu'un d'autre, il y a un phénomène particulier qu'il faut noter, c'est que ces jeunes sont en mal de reconnaissance. Et la chose qui les intéresse le plus, dans la pratique du judo, bizarrement, c'est l'arbitrage. C'est qu'ils sont très intéressés par l'autorité. Et on s'est aperçu aussi d'un phénomène très particulier, dans le même sens, c'est que lorsqu'on fait nos forums, le stand qui est le plus entouré, qui est le plus visité, c'est le stand de la police nationale. Alors, en fonction de ça, on a aussi établi un partenariat avec la police nationale, et dans le cadre de stages qu'on fait chaque fois en début d'année au mois de novembre, tous ces jeunes qui sont très sélectionnés, ils font le stage avec la police nationale, et ensuite, bien souvent, certains deviennent policiers. Voilà. Donc voilà à peu près. Alors tout ça, on fait ça uniquement quand on propose un jeune à une entreprise sur les valeurs morales de notre sport. Bien sûr. Voilà. Et vous savez qu'on a nous certains préceptes, certaines valeurs au niveau du judo qui sont bien énumérées, qu'on leur apprend dans les clubs très très jeunes. Et pour nous, quand une entreprise, on discutait avec certaines grandes entreprises, on parlait de ces valeurs, les gars disaient mais les valeurs ce sont les mêmes, les nôtres sont les mêmes. Donc à partir de là, on peut s'entendre. Et si on a un gamin qui a pratiqué, qui est ceinture marron, ceinture noire, qui pratique depuis l'âge de 11 ans, qui arrive à ceinture marron, ceinture noire avec une scolarité correcte, on peut le présenter facilement à l'entreprise, et l'entreprise est très intéressée par cette fait. Voilà, je vous remercie. Merci, monsieur Bouche. On va rebondir sur les autres sports, mais avant, je voudrais quand même qu'on salue monsieur Leclerc, donc, qui est vice-président au CNOS, Comité national olympique des sports français, des sportifs français, et on salue également donc, Philippe Herbonneau, médaille d'or olympique 96, c'était Atlanta, voilà, qui en plus est un local, puisque, comment on dit les Pikini, comment on appelle les gens de Pikini? Les Pikinois. Donc voilà, on peut saluer également Philippe Herbonneau qui interviendra également sur le sujet. Peut-être encore une petite chose, monsieur Coche, parce qu'on est là sur insertion, réussite professionnelle, on parle également du handicap. C'est vrai que après, on rebondit tout de suite. Alors le handicap, nous à la fédération, on a quand même depuis très longtemps. On fait des choses. Handicap, nous aussi on intervient aussi pas mal sur l'obésité. Donc, c'est ce que vous expliquez dans les régimes en début de prestation. D'accord. On rebondit sur le handball peut-être, sur tout ce qui peut être fait, d'autant que la flamme du handball brille haut et fort. Brille bien en ce moment, J'espère que ça va durer comme pour le judo. Pour le judo, c'est pareil. D'ici quelques jours. Moi, quand je vous écoutais, monsieur Coche, je me retrouve dans beaucoup de vos propos, dans beaucoup de vos idées, de vos outils. C'est vrai que nous, Fédération française de handball, ou Fédération de judo ou autre, nous faisons partie des corps, ce qu'on dit, des corps intermédiaires dans cette société, et nous avons donc un rôle social majeur
à remplir, même si au départ ce n'était pas forcément l'objet principal de nos missions, qui sont d'abord des missions sportives. C'est vrai que la réussite sportive est plutôt le noyau central de notre activité, mais réussite sociale, réussite éducative, tout ça forme un tout cohérent dans nos activités et qui donne du sens à ce que l'on peut proposer aux jeunes, notamment. Donc je ne veux pas dire qu'on est un peu sur un marché concurrentiel des fédérations qui ont des valeurs ou autres, mais nous aussi on a des valeurs, nous aussi on travaille sur le handicap, on en parlera dans les ateliers avec nous ensemble. On travaille peut-être un peu moins sur l'obésité parce que bon, pas forcément les mêmes problématiques, mais en tout cas on développe ce genre de problématiques. Alors après, la façon de le développer dépend beaucoup de la taille des fédérations, du nombre de licenciés, de l'état de leurs finances, du soutien que peuvent leur apporter les institutions, le monde de l'entreprise notamment, comment les parents s'investissent également dans cette réussite-là, quelles que soient ses formes. Et chacun d'entre nous, on essaye d'activer tel ou tel outil. Alors pour la Fédération française de handball, je ne dis pas qu'on est en pointe sur ces sujets-là, même si réussite sociale, réussite éducative, réussite sportive, ça pourrait être marqué au frontispice un peu de notre fédération, puisque comme vous le savez, on essaie d'avoir, notamment au haut niveau, d'avoir des gens qui incarnent ces valeurs-là éducatives. Mais ce qui est intéressant, c'est quand le président de la Fédération française de handball, Joël Delplanque, qui a été élu il y a quasiment 4 ans de cela, on s'est réunis avec l'équipe autour de lui et puis on a essayé de voir en fait ce que c'était que ces valeurs dont on parle quasiment tous les jours sur les terrains de hand. Et en fait, on s'est aperçu que tout ça était très diffus. Que effectivement nous étions dans la recherche de la réussite scolaire, éducative, sportive, parce que ça correspondait à la sociologie de nos éducateurs. Beaucoup de nos entraîneurs, de nos éducateurs sont issus du milieu éducatif. Donc naturellement, ils portent au quotidien dans leur activité ces valeurs-là. Mais la difficulté, c'est que tout ça était, comme je le disais, très diffus, très éparse, et que la volonté du président a été et est de donner un peu plus de consistance, en tout cas de mieux le piloter. Donc ça, je pourrais en parler si vous avez des questions là-dessus, sur la méthodologie avec laquelle on a mis en place tout ça. Mais il y avait donc une volonté politique très forte. Et à côté, il y a une approche marketing. Alors c'est peut-être pas beau de dire ça comme ça, qu'on va lier le marketing à la réussite sociale, éducative ou sportive, mais en fait c'est une réalité puisqu'on a essayé de travailler sur notre image de marque. Alors qu'est-ce que c'est qu'une image de marque? Parce qu'on a des soucis aussi comment dirais-je, de recettes, puisque malheureusement les institutions, les partenaires publics connaissent une certaine crise de liquidité entre guillemets, donc il faut aller trouver des recettes ailleurs. Donc on a essayé de travailler cette image de marque. Une image de marque, c'est quoi? C'est que l'activité, donc le handball, doit être créateur de valeurs. Ces valeurs-là doivent correspondre à des besoins. C'est quoi ces besoins? C'est des besoins ou des valeurs en termes économiques, donc augmenter la part de nos recettes, ça peut être plus de licenciés, ça peut être plus de recettes privées, etc. Ça doit être aussi répondre à des besoins sociaux ou sociétaux. Au sein de la Fédération française de handball, nous voulons avoir des athlètes, des citoyens sportifs handballeurs éclairés, quel que soit l'âge de leur pratique. Par exemple, les pôles, nous avons aussi une politique de pôles, nous avons 50 pôles nationaux, ce qui est très important, c'est lié à l'histoire avec le ministère des Sports, 25 filles, 25 garçons, 25 jeunes par pôle, donc on a 750 jeunes qui ont des résultats scolaires supérieurs, notamment au bac, à la moyenne nationale. Donc tout ça, voilà, c'est des besoins sociaux. Donc vous insistez vraiment sur ce domaine de réussite scolaire également. Économie, sociale, puis on pourra en parler sur la dimension économique et sociale du handball, ce que ça représente, et puis aussi éthique. On ne peut pas s'engager sur ces sujets-là sans une éthique. Une éthique, c'est quoi? C'est une éthique de responsabilité, donc mettre en responsabilité nos dirigeants, quel que soit le niveau sur ces sujets-là, et aussi une éthique de conviction. Exemple, entraîneur national,
ce soit hommes ou femmes, sont d'anciens profs de PS, et chaque fois qu'ils s'expriment dans les médias, ils mettent en avant cette valeur éducative. Bien sûr. Donc tout ça forme un tout qu'on essaie de faire vivre au sein de la fédération. Je suis peut-être un petit peu théorique dans cette approche-là, mais elle est nécessaire puisque c'est ça qui nous a permis après de déployer un certain nombre de dispositifs et de méthodes de travail. Ok. Non, parce que voilà, tout le monde n'est pas Nicolas Karabatic, hein, comme on dit. Et donc, sur 100 gamins qui démarrent le handball, déjà, si on en a un qui arrive au très très haut niveau, c'est génial, non? Donc les autres, oui, mais c'est pas forcément ce qu'on recherche. Voilà, d'accord. Je prends un exemple tout bête, c'est tout bête façon de parler, dans des pôles garçons notamment, c'est l'exemple qui me vient à l'esprit. Vous avez des cas où, par exemple, on a un jeune de 16-17 ans qui est extrêmement bon, qui est très très performant, qui a été choisi aussi dans le pôle pour cette dimension sportive, mais on tient à ce que sa performance sportive s'accompagne d'une performance éducative, en tout cas de comportement. On a eu un exemple récemment où il s'est mal comporté dans son lycée, il s'est mal comporté avec ses jeunes, et bien même si c'est le meilleur joueur de sa génération, on ne l'a pas pris dans un regroupement national, on ne l'a pas pris dans un championnat international, pour essayer de lui montrer effectivement que si tu veux être Karabatic, il faut que tu incarnes ce qu'est Karabatic, c'est-à-dire quelqu'un qui est disponible, quelqu'un qui est ouvert, quelqu'un qui est proche du monde amateur, mais en même temps un pro. Et puis le pro, c'est apprendre les règles par rapport à la médecine, voilà, un ensemble de choses qui font que ce garçon n'a pas été pris dans des regroupements nationaux. Si j'entends bien ce que vous avez dit, en même temps, ils encadrent des jeunes à côté, dans les pôles non, pas à cet âge-là, non. Même si on peut avoir une forme de tutorat dans certains clubs ou d'autres niveaux, mais c'est vrai que les handballeurs, généralement, conservent une pratique handball après avoir mis fin à leur carrière, quel que soit leur niveau. On le voit au niveau des entraîneurs des équipes de première division, la grande majorité sont d'anciens athlètes. On le voit par exemple chez des sportives, je pense à Émilie Goudzo, qui est la capitaine de l'équipe de France, qui a en parallèle à sa carrière sportive, mais a suivi des études de haut niveau. Elle a un ESS en politique, en développement social, en politique sociale, et à ses heures entre guillemets perdues, elle va dans les quartiers, elle développe la pratique du hand au travers de sa notoriété et avec les mairies, etc. Voilà, tout ça c'est... Bon, je vais peut-être rebondir un peu sur M. Delaven, qui a quand même été longtemps sportif de haut niveau, hein, en plus amiénois, par rapport à un sport beaucoup moins médiatique, qui était le hockey sur gazon. Est-ce qu'il y a ce genre aussi d'action dans le hockey sur gazon? Alors je ne sais pas si vous êtes encore impliqué beaucoup dans le hockey, mais... Je suis nettement moins impliqué dans le hockey, mais je suis encore bien sûr l'activité. Malheureusement, pour une discipline comme la nôtre, on n'est pas très développé, donc on a un petit peu de mal à exister, surtout parce qu'on doit cohabiter avec le foot, parce que malheureusement les terrains sont identiques et on n'a pas tout à fait la même surface de jeu pour pratiquer. Par contre, les valeurs qui sont véhiculées dans le hockey sont des valeurs qui sont très proches de celles qu'on retrouve aussi bien dans ce que j'ai entendu aujourd'hui dans le hand de judo, mais aussi le rugby, et toutes nos valeurs et même nos règles sont faites pour éviter les coups. Il n'y a pas encore de structure comme ça établie. Les structures, voilà, l'effectif de licenciés est très faible. Ce sont justement les anciens joueurs qui deviennent entraîneurs aussi par la suite, mais c'est pas assez bien structuré pour assurer un développement, et ce développement est toujours limité avec le nombre d'installations. Mais je pense que M. Leclerc, c'est tout pour vous maintenant. Vous allez parler un petit peu de tous les sports au niveau du comité national, puisque vous êtes là pour représenter justement tous les sports. Oui. Qu'est-ce que vous faites de bien et de très très bien, je dirais, pour la réussite éducative? On va parler également du handicap, donc au niveau du comité national. Ah ben là, j'aurais pas assez de la journée pour le dire. Voilà, je suis moins dirigeant, je suis d'un autre sport aussi, du volleyball. J'ai présidé la Fédération française de volleyball il y a une vingtaine d'années. Vous pouvez nous parler de volleyball aussi, hein? Oui, c'est sympa. Tout ouvert. Voilà. J'ai été votre voisin longtemps, il y a une trentaine d'années, je présidais le CROSS d'à côté, le CROSS en Pas-de-Calais, il y a déjà quelques temps. Et aujourd'hui, je suis vice-président délégué du Comité national olympique et sportif français, en charge plus particulièrement de la vie associative et du pôle culture et éducation. Alors, pour ne pas en parler trop longtemps, citons simplement
les problèmes, par exemple, on va aller aux Jeux Olympiques, d'où ça vient les Jeux Olympiques. Alors on pense à Pierre de Coubertin, mais il y en a bien d'autres avant qui s'y sont collés. L'exemple le plus ancien que je connaisse en France, c'est Gilbert Rome à la Constituante en 1792. Il dit qu'il faut qu'on relance les Jeux Olympiques. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il a lu les écrits de l'abbé Barthélemy. Les religieux sont précieux parce que c'est eux qui connaissent le grec et le latin, qui nous racontent les Jeux Olympiques de l'Antiquité, qui nous les racontent, qui nous les traduisent, ces textes. Et l'abbé Barthélemy a produit un texte de l'Antiquité qui fait discuter Anacarsis et Solon. Anacarsis et Solon, c'est des vieux copains, enfin, l'un est philosophe, et puis Solon, c'est celui qui a inventé la démocratie, en fait, à Athènes. Alors Anacarsis, il vient à Athènes, il voit les athlètes s'entraîner, il dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font du judo. Ils sont fous, ils se battent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est pas possible. Il y a chez moi, c'est pas possible. Il y a à côté un gendarme, un archonte, enfin un gendarme de l'époque. Il les regarde et il les arrête pas. Mais Solon, mais qu'est-ce qu'ils font ces gens? Ils se réunissent, ils se battent, etc. Ça n'est pas possible. Il dit non, c'est un jeu. On joue. Un jour, on joue à quoi? Il dit mais oui, on fait des jeux. Ah bon, vous êtes bien payé. On gagne une couronne d'olivier. Dire quoi? Ils font tout ça pour gagner une couronne, une médaille? Et ils sont fous, etc., etc., etc. Voilà. On pourrait en parler longtemps, mais d'un côté, il y a Homère pour qui le sport est une fin en soi, il n'y a pas de plus grande gloire que de remporter quelques victoires avec ses mains et ses pieds, puis Platon qui dit, ah ben non, il faut que ça serve à quelque chose, à l'éducation, à la célébration des fêtes, etc. Donc voilà, c'est des débats qui nous viennent de très loin et qui nous animent toujours. En partant de ces préoccupations, le comité olympique a arrêté une stratégie qui tend deux points. Utiliser le sport comme média de culture générale et l'olympisme comme vecteur d'éducation. On va parler un peu de l'olympisme, on va voir un petit peu du sport. Pourquoi le sport vecteur de média de culture générale? Et il est partout, le sport. Il est à l'école, autour de l'école avec nous. Alors il y a les fédérations scolaires, il y a l'ensemble des fédérations, il est à la télé, on ne peut même pas y échapper. Donc le sport, il est dans tous les domaines de l'éducation formelle, non formelle et informelle. Alors comment l'utiliser sous l'angle culturel? Commencer par être prof de maths avant d'aller en philo, il n'y a pas de saut métier. Maths et philo, pour moi c'est pareil, c'est pas logique. Ah, je vois, c'est Toto. Vous connaissez tous Toto, c'est un cancre à l'école, il est emmerdant Toto, voilà. Il ne fait jamais les choses comme tout le monde, voilà. Donc Toto, il est là dans la cour de l'école et puis il fait une partie de boule. Il joue au boule. Il y a l'inspecteur qui débarque et dit, Toto, qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être en cours de sciences, tu vois, des mathématiques et de la physique. Et monsieur, je fais des sciences. Et arrête Toto, tu joues. Monsieur l'inspecteur, quand je lance ma boule avec un angle de vitesse initiale, c'est une forme de vitesse, etc., elle va monter, mais comme la seule autre force est le poids, bien entendu, elle va redescendre quand l'équilibre des forces va dépasser le gel. Je tiens votre attention sur le fait que M. Newton a reçu une pointe sur la tête, c'est à peu près le même volume que ma boule, mais comme la maçonnerie n'est pas la même, si vous la souris sur le bide, vous faire plus mal, etc., etc., etc. Je ne sais pas quelle note a eu l'instituteur. Malheureusement, les instituteurs, les professeurs des écoles ne sont pas souvent dotés sur les gourdes de PS, mais l'ami Toto, lui, a démontré que par l'utilisation du sport, on peut découvrir tous les principes de physique newtonienne des plus larges. Alors c'est les sciences pour l'ingénieur, c'est les sciences pour la santé, c'est les sciences de la vie, c'est tout le développement durable. Le sport, c'est une belle histoire dans l'espace et dans le temps, dans toutes les sciences humaines donc, et les sciences sociales, et ça aboutit aussi à la philosophie. Il y a longtemps qu'on le sait. D'ailleurs, c'est très intelligent, le sport l'apprend. Il avait repris, alors, je suis vice-président des activités économiques du Comité économique, social et environnemental de la République, la 3e Assemblée. Je fais un rapport sur le rôle du sport dans la vie sociale. Donc, ce rapport a été partagé par les collègues du MEDEF, des syndicats de salariés, de l'agriculture, des coopératives, des mutuelles, des artisans, des cadres, etc. Et j'ai cité dans ce rapport le professeur André Latarget de l'Université de Lyon, qui s'est adressé un rapport au congrès de la Fédération internationale de médecine du sport à Rome en ces termes. Dans une école primaire de la ville de Lyon,
31 enfants débiles, catalogués les plus mauvais élèves de la classe, ont été soumis à une éducation spéciale comprenant 4 heures de classe d'études scolaires au lieu de 6 et 2 heures de PS, et de jeux occupant les 2 heures enlevées à l'étude. L'expérimentation dure depuis 1 an et demi. Les résultats obtenus ont été les suivants. Amélioration très rapide de l'état sanitaire, augmentation de taille, de poids, de la capacité respiratoire, amélioration des fonctions digestives, etc. Comme conséquence, fréquence scolaire considérablement améliorée, supérieure à celle des enfants de la classe parallèle et résultats intellectuels surprenants. C'était en 1933. On a fait Vanves, etc. On a fait un colloque à la Sorbonne en 88, le rythme des vies de l'enfant et le sport à l'école. Donc notre préoccupation, mais quand est-ce qu'on s'y met réellement? Voilà quel est notre enjeu. Et non seulement avoir des activités sportives, mais vraiment utiliser le sport et comme vecteur de culture et comme vecteur d'éducation. Merci beaucoup. On va garder Toto, moi j'ai bien aimé ça. Je pense que c'est tout ouvert pour vous, monsieur. Est-ce que je prononce bien votre nom, Bellamy? D'accord, oui. Je pense qu'on peut parler un peu de médecine, d'entretien de soi. Voilà, alors effectivement, je vois que le thème de cohésion sociale est au cœur du débat du monde sportif. Et je pense qu'il faut étendre cette notion de cohésion sociale à la santé et au bien-être. Pourquoi est-ce que je dis ça? En fait, parce que, de par mon parcours, je vais illustrer un peu mon propos. Je suis médecin généraliste, je travaille dans un quartier populaire à Château-Thierry. Et j'ai été amené à m'occuper d'un réseau diabète sur mon secteur à Château-Thierry. Au bout d'un moment, j'ai compris que les traitements étaient nécessaires, utiles, et demandaient de les utiliser correctement, mais qu'ils n'étaient pas tout, ils ne suffisaient pas. Et petit à petit, j'ai intégré l'activité physique et la pratique sportive dans mes prescriptions, un peu comme je voyais faire, et les formations ont commencé à voir le jour pour nous les médecins sur activité physique à but thérapeutique. Donc effectivement, j'ai fait une formation dans ce sens-là. Ça m'a tellement motivé et montré à quel point c'était utile et pratique pour la pratique quotidienne, qu'au-delà des recommandations que j'ai pu faire à mes patients, je me suis appliqué la méthode à moi-même. Et de fil en aiguille, j'en suis venu à faire la capacité de médecine du sport. Donc voilà, pour dire que effectivement le sport, ça peut faire évoluer une réflexion dans une vie et sur une autre profession. Et si je dis tout ça, c'est parce que quand on met en pratique avec les patients, avec les personnes d'une manière générale, que ce soit en prévention primaire, secondaire ou tertiaire, on se rend compte qu'il se passe des changements dans la vie de la personne. En fait, c'est le projet de santé global, peut-être on devrait dire le projet de vie, qui change et qui est revu par la personne, qui se réapproprie sa santé et qui devient vraiment acteur de sa santé, et en particulier pour ceux qui ont une maladie chronique. Donc voilà un peu la dimension en fait, du sport et de l'activité physique dans la santé. Alors maintenant qu'on a dit ça, il nous faut un cadre, il nous faut pouvoir s'appuyer sur des structures qui peuvent mettre l'activité physique en forme et la rendre disponible et elle doit être régulière, adaptée, sécurisée et progressive. Et je pense que le monde du sport est tellement habitué depuis si longtemps à respecter ces principes-là que
c'est tout naturellement que le lien s'est fait entre le sport et la santé, et en particulier les clubs, pour prendre en charge des personnes sédentaires, éventuellement avec des programmes passerelles de remise en condition physique. Et je parlerai tout à l'heure de ce qu'a fait le PNM justement dans ce domaine-là, avec un programme de remise en condition physique de 3 mois à des patients diabétiques. Vous pouvez y aller, vous pouvez en parler maintenant si vous le souhaitez. Oui, oui. En fait, ça s'intègre tout à fait dans la réflexion. La réflexion, c'est de dire on a un public qui est sédentaire et notre monde moderne fabrique de plus en plus des personnes sédentaires. Le mode de vie est tel que le monde du sport est ignoré de plus en plus dans la population. Et quand la nécessité est là de prendre en charge sa santé et donc de devenir actif physiquement, de se mettre à l'activité physique, voire au sport, il faut le faire progressivement, il faut se remettre en activité progressivement. C'est quelque chose qui a été parfaitement entendu par différentes fédérations et parmi lesquelles le PNM, qui de longue date propose. Vous pouvez rappeler ce que c'est que le PNM? Alors, éducation physique dans le monde moderne, on dit aussi sport pour tous. En fait, c'est une fédération qui existe depuis l'après... Qui existe depuis longtemps. 45, on va dire, voilà. Et qui, en fait, est une fédération, on va dire, non compétitive. C'est vraiment de la pratique sportive dans un but de bien-être et de santé. Et donc, à force de travailler dans cet esprit-là, le lien s'est fait avec le monde du diabète à l'EPMM. Et il a été élaboré un programme de remise en condition physique de personnes diabétiques de type 2, donc des personnes qui ont 40, 50, 60 ans, sédentaires, pour en 3 mois les faire progresser pour qu'ils puissent ensuite intégrer un club, que ce soit de l'EPMM ou d'autres pratiques, mais pour qu'ils aient une reprise d'activité physique suffisante. Vous leur fixez quand même un objectif? L'objectif, c'est effectivement... La médaille d'or, c'est d'avoir justement de pouvoir intégrer un club, c'est de pouvoir faire tel sport. Voilà. Et d'améliorer leur santé, leur diabète en particulier. C'est spectaculaire. Hein, une fois que les patients se mettent dans le programme, on voit les différents paramètres se mettre au vert, en particulier sur leurs problèmes de santé, sur le diabète. Et puis en fait, quand on voit ces personnes, bon, bien sûr il y a l'intérêt, le bénéfice sur leur santé, le bénéfice physique, mais très vite ça va bien au-delà. Bénéfice psychologique bien sûr. C'est des personnes qui apprécient de se retrouver en groupe, d'aller à un cours de gymnastique ou d'avoir une sortie de marche nordique ensemble toutes les semaines. C'est aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi un moyen de se réapproprier sa santé et de dire bon, je vois que c'est efficace pour moi et je me projette dans l'avenir avec une meilleure santé. Et peu importe le sport, là, on a du handball, on a du judo, on a du hockey sur gazon, enfin voilà. Du sport. Hein, alors effectivement, c'est une démarche qui est générale dans le monde du sport et on peut dire que maintenant 5 fédérations sont clairement engagées dans cette voie et d'autres sont en train de préparer leur programme sport santé. Le judo santé, comme vous disiez, M. Koch, est en train d'avancer. Et pour l'instant, donc, tout naturellement, ont commencé les 2 fédérations de gymnastique volontaire, le PGV et le PMM. Il y a également la randonnée et puis l'athlétisme avec la marche nordique. Il y a monsieur un ouvrier qui voudrait intervenir, n'hésitez pas. Je vais juste citer également, bien sûr, la fédération de natation, qui met en place également un module qui est en train de mettre en place un module nage et forme santé, qui est en fait activité physique adaptée et natation. Donc, je parle de ça parce qu'en Picardie, on est en train de le développer et vous allez voir dans les mois à venir le programme se mettre en place dans les principales villes.
Donc voilà la réflexion générale, c'est de dire que effectivement un lien, je pense très fort, est en train de se créer entre le monde de la santé et le monde du sport. On est incité à ça par les usagers. En particulier dans ce mouvement-là, il y a beaucoup d'associations d'usagers qui intègrent le groupe et les groupes de travail en disant nous ça nous intéresse, ça nous parle, on a notre mot à dire. Et donc il y a une vraie dynamique qui est en train de se créer sur ce thème-là. En Picardie, on a Picardie en forme, le réseau régional bien-être, et qui va permettre justement de créer ce lien entre les différents acteurs, déjà interinstitutionnels, et puis bien sûr dans les différents territoires. Donc voilà ce que je pouvais dire. On va vous redonner la parole, parce que je pense justement que c'est le lien permanent. On va parler aussi du handicap à travers vous. Monsieur Manouvrier, vous vouliez intervenir? Oui, je me permets de reprendre la parole parce que à travers les différentes interventions qui viennent d'être développées à l'instant, moi ça me fait penser, c'est des sujets qu'on a à la Fédération de handball, qu'en fait on est un peu à un tournant dans l'histoire du sport, de son rôle social. On a par exemple trois nouvelles dimensions qu'il faut que nous, corps intermédiaires, on prenne en compte et qui sont difficiles à prendre en compte. La première de ces questions, de cette problématique, c'est celle de l'ouverture à de nouvelles formes de pratiques tout au long de la vie. Donc ça veut dire que les fédérations doivent être en capacité, parce qu'on reste dans un cadre de pratiques encadrées justement, doivent être en capacité de fournir une offre de pratiques qui corresponde à un âge, à un développement personnel, et à des activités pas forcément compétitives. C'est assez compliqué. La natation, on voit bien la randonnée, on voit bien le vélo, on voit bien... Mais pour une fédération où la pratique est assez normée, où les équipements sont normés, c'est difficile de s'intégrer dans ce champ-là alors qu'on en a besoin et qu'il y a une demande. On n'y pense peut-être pas quand les clubs de se dire tiens, on peut se faire un truc pour les plus âgés, on peut peut-être faire un truc pour... Oui, mais justement, donc et à côté de ça, qui dit ouverture à des pratiques, à de nouveaux publics, à l'élargissement de l'offre et des publics, dit la réflexion sur les temps de pratique. Nous, on travaille sur le temps scolaire, avec l'éducation nationale, sur le temps périscolaire, et sur le temps extrascolaire. Mais il y a d'autres temps qui sont concernés. Or, l'usage du temps est un usage très inégalitaire, puisque ça va dépendre aussi du capital monétaire, social de la personne pour s'inscrire dans ces temps-là. Ça, c'est un vrai enjeu. Et le troisième enjeu, confère les questions de santé, c'est que, je m'adresse notamment à M. Leclerc, on a une autre problématique qui est celle qu'il faut créer une nouvelle activité autour de ces activités. Je suis persuadé que l'avenir, il est dans le champ de l'économie sociale et solidaire. En tout cas, nous, on a mis dans nos statuts, cette année, cette dimension-là. C'est quoi pour nous le champ de l'économie sociale et solidaire, la cohésion sociale, la notion de bien-être, etc. C'est 3 points. Le premier point, c'est aller chercher des publics cibles. On en a parlé, c'est traditionnel, c'est notre activité envers les handicapés, envers des personnes qui sont éloignées de la pratique. C'est traditionnel, la réponse institutionnelle de l'État, elle est là-dessus. Le deuxième point, qui est plus compliqué, c'est celui de l'inclusion sociale, ou de comment je crée une professionnalisation au-delà, à côté du bénévolat, sur ces activités-là, qui sont périphériques, nouvelles. C'est du groupement d'employeurs, c'est des formations spécifiques, tout ça. Voilà. Ça, c'est un cœur de métier nouveau, pour lequel l'État n'est pas en capacité de répondre pour le moment, parce qu'il n'a pas l'expertise. Même les collectivités, même si elles sont un peu plus à ce niveau-là expertes. Et le troisième champ, c'est celui de la convivialité. C'est extrêmement important de travailler sur la convivialité, le bien-être, le mieux vivre ensemble au sein du club. C'est le club qui est au cœur, c'est le cœur du réacteur, le club. Et c'est celui-là qu'il faut aider. Or, la situation financière des clubs, nous, à la Fédé de hand, on a 60 à 70% des clubs qui n'ont même pas 15 000 € de budget annuel. Je crois que c'est vrai dans tous les sports, ça. Et c'est propre au hand.
mais on veut se développer, mais voilà, les trois enjeux, c'est ça. Et pour l'instant, la réponse institutionnelle est absente, la réponse des collectivités institutionnelles aussi, mais elle est en difficulté parce qu'il y a une crise de liquidité financière, et il y a un champ d'entreprise, tout ça qui n'est pas encore structuré. Monsieur Koch, je vais prendre la parole, peut-être que M. Leclerc peut répondre avant. Oui, donner des éléments de réponse sur la santé, donc toute la politique sport santé, et toutes les fédérations ont été conviées il y a quelque temps. Chacune des fédérations décline, certaines avaient déjà anticipé, mais chacune des fédérations décline cette stratégie de sport santé, y compris dans l'utilisation du sport comme moyen thérapeutique. Dans ce mandat-ci du Comité national olympique et sportif, moi j'ai la délégation sport et société, une collègue à la délégation sport et diversité des pratiques. C'est justement la présidente de la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire. Donc la volonté de développer tout type de pratiques est présente. Sur l'économie sociale et solidaire, comme je suis président des associations de France, je suis secrétaire du Conseil des entreprises, développement gestionnaire de l'économie sociale et solidaire. Et quand j'ai été élu président du mouvement associatif, il dit faites attention, nous étions dans une petite salle avec des chaises clientes, vous venez d'élire un dirigeant sportif, je pèse 4,4 milliards d'euros. Je répète, 4,4 milliards d'euros. C'est le calcul, enfin la transcription monétaire du bénévolat, du secteur sportif, calculé au taux minimal. Et ce n'est que la mesure économique, la mesure monétaire du bénévolat, sans compter toute l'activité économique, qui est mal repérée d'ailleurs dans nos comptes nationaux. On compte à peu près pour 35 milliards d'euros, mais largement plus du double, et on ne compte pas non plus la manière dont nous rejaillissons sur le secteur économique. Notre difficulté, parfois, avec les collègues et des mutuelles et des coopératives, c'est que notre porte d'entrée à nous, c'est le social. On fait de l'activité, on n'entre pas dans un club pour faire de l'économie. On a difficulté à comprendre qu'on a un poids économique non négligeable. Quand je vois les collègues de l'agriculture et de l'agroalimentaire, je dis « Ah, vous deux réunis, vous faites moins que moi ». On pèse dans le mouvement associatif 1 800 000 emplois. Je répète, 1 800 000 emplois. On ne fait pas attention, on ne dit pas assez. C'est pas n'importe quoi. Donc, dans nos relations avec les pouvoirs publics, en tant que corps intermédiaire comme les leaders, il faut remettre les choses à leur place. Et la vraie valeur ajoutée que nous apportons, c'est effectivement cette dimension de sociabilité. Comment on fait pour vivre dans nos quartiers, dans nos villages, etc. Là, il y a une vraie valeur ajoutée qu'il faudrait comptabiliser dans le produit intérieur brut, pas seulement un compte satellite, mais aussi l'intégrer dans ce que nous apportons à la société française. Nous sommes en difficulté, nous, comme les autres. Les préparations de budget aux différents niveaux ne sont pas simples du tout. Il y a des moments où il faut savoir aller à l'essentiel. Je crois que nous pouvons prétendre que nous sommes dans l'important, nous sommes dans l'essentiel. On peut mettre la pression. Oui, mais j'ai dit, puis on a de nouveaux élus, il dit, mais faites attention à ce que vous faites, on peut vous emmerder si vous voulez. Ne nous obligez pas à le faire, on joue le dialogue civil, nous sommes en fait des légitimistes, quoi, donc on a nos élus, comment dire les choses, on élit un président de la République, et alors, les députés, et alors, ils vont s'en tirer tout seuls, mais non, on passe en syndication des citoyens, c'est évident. Et par conséquent, ce que nous souhaitons, nous, c'est qu'il y ait un vrai dialogue qui permette de discuter directement de ces questions et à quoi servent les corps intermédiaires, à se passer l'intermédiaire. Tellement de gens qui vont raconter ce qu'on fait, etc. C'est épouvantable. On a qu'à se parler directement avec son maire, avec son député, avec son Premier ministre, avec son président de la République. D'accord, le message est passé. Monsieur Koch, vous vouliez prendre la parole. Non, moi je voulais rebondir un peu sur ce que M. Manœuvrier disait. En fait, nous, à la Fédération de Judo, les choses sont un peu différentes. Déjà, les handballeurs ont la chance d'avoir un sport qui se pratique, d'abord c'est un sport collectif, qui se pratique avant tout grâce aux professeurs d'éducation physique au départ, il faut bien le dire. Donc l'aspect éducatif, comme vous l'avez dit justement, il est ancré, quoi. Donc voilà. Donc nous, on vient d'ailleurs, c'est-à-dire on vient de ce sport qui arrive de l'Orient, on a tous nos professeurs sont tous formés
à cet état d'esprit. Bon, ensuite, ce sont des clubs, je ne vais pas dire des clubs privés, mais ce sont des clubs où on adhère avec une cotisation. Donc je ne dis pas que nous sommes riches, mais enfin le club vit par lui-même. Donc déjà, c'est une deuxième chose. Et d'autre part, concernant la pratique des plus anciens, bon, c'est comme au tennis ou en natation. On peut aussi, il est évident que si je demande à Cécile quelles sont ses blessures, ses différentes blessures, je pense aux miennes, on va dire, pour nous, anciens sportifs, bon, toi, tu as encore un peu de temps devant toi, mais moi, bon, la carrosserie est correcte, le moteur est encore très bon, mais alors les poumons sont rouillés partout, quoi. Donc la pratique de la compétition à ce niveau, c'est plus traumatisant qu'autre chose, il faut bien le dire. Bon, d'où le sport loisir, et d'où le fait que nous, dans notre fédération, on accorde énormément d'importance à ça, en particulier par des pratiques différentes. On ne pratique pas le judo à 40 ans, quoique, bon, les 45 ans, 50 ans, comme on le pratique à 20, 25 ans, 30 ans, c'est autre chose, c'est un autre sport, c'est une autre pratique. Ça existe pour autant. Mais ça existe, justement, ça existe. Et c'est aussi, avec les enfants, ça devient justement une composante importante de notre sport. La pratique du judo, bon, elle peut être très diversifiée. Bon, il y a le judo, on peut pratiquer le kata, c'est-à-dire le kata, ce sont des exercices préarrangés qui font qu'on peut transmettre le savoir, voire la technique. Et le jujitsu, on a une activité de jujitsu maintenant, on est revenu à ce que pratiquaient les samouraïs. Les samouraïs, au départ, ils pratiquaient le jujitsu. Le jujitsu, c'était une composante d'aïkido, de karaté et de judo. Jigoro Kano a tiré les techniques du judo, qui était professeur d'éducation physique, hein, et c'était à but éducatif, hein, surtout, avant toute chose, le judo, dans les universités. Et donc, en fait, il a tiré les techniques et il en a fait un sport. Et à côté de tout ça, toutes ces pratiques, le jiu-jitsu en particulier, qui étaient des techniques efficaces de combat des samouraïs japonais, et qui ont été remises, si vous voulez, au bout du jour, un peu oubliées chez nous, et remises au bout du jour, il y a un certain nombre d'années déjà, par notre fédération. Donc cette pratique, elle existe, et elle est abordable parfaitement par des gens qui n'ont jamais été, qui ne sont pas des sportifs de haut niveau, mais qui peuvent pratiquer à un très bon niveau ce genre de choses. Il n'y a pas que ça, il y en a d'autres. Hein. Et voilà. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Et cet aspect, justement, docteur, j'en reviens à vous, chez nous, c'est quand même quelque chose aussi de très important. Voilà. Je suppose que le rapport diabète et puis régime alimentaire qui est imposé aux sportifs de haut niveau est quelque chose que vous avez dû aborder régulièrement. De toute manière, comme je disais tout à l'heure, il y a une réflexion d'ensemble qui s'opère chez les personnes qui se mettent à l'activité physique, effectivement. Ça a tellement d'incidence sur leur vie quotidienne, sur leur ressenti quotidien, qu'ils adaptent leur mode de vie. Premièrement, pour ce qui est des traitements, très souvent, on baisse les traitements. Chez les diabétiques, c'est typique, hein, on baisse l'insuline quand ils sont à l'insuline, on baisse les médicaments pour... On le voit rapidement. C'est évident, on est même obligé d'anticiper parce que c'est quasi systématique. Hein. Et sur le court terme, mais aussi, bien entendu, sur le long terme. Et pour les autres traitements, c'est pareil. Le traitement de la tension, le traitement du cholestérol. Donc, on est obligé d'adapter le mode de vie et donc forcément on en vient à parler d'alimentation, on vient à parler de sommeil et de bien-être d'une manière générale. En fait. Psychologiquement. Je vais prendre 2 secondes parce que là j'ai 2 personnes que j'ai pas encore fait parler. Et parce qu'on a parlé handball, on a parlé dojo. Hein, donc forcément c'est des équipements. On demande un gymnase, on demande un dojo. On a un sport, je veux dire, universel, que tout le monde peut pratiquer chez lui à partir du moment où il a son vélo. Et là, j'ai Monsieur Fin qui vient d'arriver, donc également champion olympique. Non, Jeux Olympiques 72. Jeux Olympiques 72 et Tour de France 76, on m'a dit. Je suppose que vous allez rejoindre un petit peu le discours qui est fait. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement de votre sport et de ce qui est fait à la fois au niveau médical et puis au niveau insertion professionnelle et réussite sociale? Attendez,
Je vous le présente quand même, c'est Monsieur Fin. Excusez-moi, je n'ai pas pensé à dire son nom. Monsieur Fin, qu'on a le droit d'applaudir aussi, il a le droit malgré tout. Dans le cyclisme, c'est sûr que c'est un sport que tout le monde connaît et qui est aussi souvent dans les médias pour ce qu'on sait. Je dirais que c'était l'un des sports qui a été parmi les premiers dans les contrôles antidoping. Donc c'est vrai que tout ça, je dirais, a terni un peu l'image du cyclisme, qui est un super sport, un beau sport, et que j'ai pratiqué pendant très longtemps. Et c'est vrai que ce sport m'a aidé aussi à ma reconversion, et j'y reviendrai après. C'est vrai que lorsque l'on fait du cyclisme, lorsqu'on est gamin, je dirais que, on parlait tout à l'heure un peu dans le hand, je dirais au niveau financier et tout ça, c'est vrai que c'est un sport qui coûte très cher parce qu'il y a du matériel sur la route, très dangereux, et qui, je dirais, c'est un sport qui est connu, bien évidemment, mais qui est très peu élevé. Et ensuite, bien ce sport-là, c'est souvent des familles entières qui sont vouées derrière le coureur cycliste. Alors, bon, je vais au niveau médical, je ne vais pas, je dirais, me lancer, puisque je dirais que il y a aussi dans le cyclisme, je dirais maintenant, beaucoup de médecins, tout un entourage médical que je n'ai pas connu lorsque j'ai fait des compétitions, puisque on se massait avec des personnes on appelait ça un soigneur, donc il avait appris à masser, souvent c'était un ancien coureur cycliste ou un ancien sportif qui s'était recyclé, donc c'est vrai que c'était un petit peu l'artisanat du cyclisme à l'époque, et qui a beaucoup évolué tant dans ce niveau que dans le matériel. Et il est vrai aussi que au niveau du cyclisme, c'est vrai que l'évolution, les médias ont fait tout un tas de choses, mais pour revenir un petit peu au cyclisme et puis à ce que j'ai pu connaître, il est vrai que les Jeux Olympiques, j'ai fait les Jeux Olympiques, les championnats du monde, le Tour de France, les Tours de l'avenir, les Grands Prix des Nations, mais le plus beau souvenir de ma carrière, je le disais il n'y a pas très longtemps dans mon entreprise, c'est vraiment les Jeux Olympiques. Parce qu'on est parti, on était 4 ans, il n'y avait pas de bourse, donc c'était vraiment 4 ans, on était parti pour des présélections. Je dirais qu'il y avait 4 coureurs en piste, puisque 4 coureurs sur la poursuite, il y avait quelques coureurs en sprint, et puis il y avait 4 coureurs contre la montre par équipe et 4 coureurs sur la route. Donc quand on regarde tout ça, ça fait une vingtaine de sportifs qui avaient été sélectionnés sur, à l'époque, un peu plus de 10 000 compétiteurs. Et ça, pour moi, ça a vraiment été quelque chose qui m'a marqué dans ma carrière, parce que c'était une présélection. Et puis quand on est vraiment sélectionné, c'est vraiment, puis après, toute l'image des jeux, je dirais les protocoles, défendre son pays. Et je dis toujours défendre son pays, tout ça pour la gloire du sport, puisqu'il n'y avait aucune rémunération, aucune bourse, il n'y avait rien du tout. J'ai même d'ailleurs fait les tests pré-olympiques, je les ai fait avec mon véhicule qui était une 3 chevaux. Et donc les vélos étaient dedans, et l'autre, il y avait une 504 et il était parti à... C'est rigolo que Philippe nous parle justement de la différence, bien sûr. Philippe, toi, tu t'es préparé comment? Disons que par rapport à Henri-Paul, donc j'étais en activité dans les années 90, donc le cyclisme, comme le sport en général, et les aides avec les fédérations, le comité olympique, tout ça s'était modernisé, donc on avait des aides qui étaient différentes et qui étaient mieux. Et sinon, oui, c'était un autre domaine, même si à l'époque j'étais dans le giron amateur, c'est quand même un domaine et une évolution et une fédération qui s'est professionnalisée, avec des aides financières à la fois et des aides de tout genre, que ce soit sur le côté nutrition et tout. Et oui, enfin, ça a évolué quelques années après, ça a évolué. Ce qui pourrait être rigolo, vous m'entendez tous bien? Oui. Ce qui pourrait être, enfin pas rigolo, mais intéressant, c'est justement que vous me parlez tous les deux de votre conversion. Alors bon, on a vu très vite le rapport médical. J'aimerais bien aussi que vous me parliez de l'importance par rapport au fait que tout le monde peut faire du vélo, et ce qui est fait au niveau de la fédération, au niveau des clubs Picard, pour l'exploitation justement du vélo de façon populaire. Alors, pour la reconversion, pour la réponse à votre question,
C'est vrai que je suis aujourd'hui presque à la fin de ma carrière professionnelle, puisque bientôt on va faire valoir mes droits à la retraite, mais j'ai donc, après ma carrière professionnelle, eh bien, je suis rentré dans une société d'assurance comme commercial. Société d'assurance dans laquelle je suis toujours, ça fait 36 ans. Et donc, partant de commercial, j'ai été manager, j'ai été inspecteur, et je suis devenu donc directeur commercial adjoint de l'entreprise, donc Prévoir. Et qui, c'est vrai que le sport m'a aidé il n'y a pas très longtemps, il y a maintenant 2 mois, j'étais allé faire animer un colloque justement sur l'animation, le management entre le sport et le commercial. Et c'est vrai que mon sport m'a beaucoup aidé à gérer à battre, à combattre, à gagner. D'abord, à gagner, on a toujours aimé gagner, mais c'est vrai que pour vendre, il faut aimer gagner. Pour manager, il faut savoir parler aux hommes, manager et les comprendre. Et puis, je crois que même si le sport cycliste c'est un sport individuel, mais quand vous faites le Tour de France, vous êtes parti pendant 3 semaines en équipe et vous courez pour un leader, donc vous vous sacrifiez. Et vous sacrifiez, en fonction des compétences de chacun. Et je crois que dans le management, je dirais que il y a beaucoup de points communs entre le sport et le management, le sport et les gérer commerciaux. Donc voilà déjà pour une première chose. Avant que tu prennes la parole, est-ce que justement aujourd'hui, parce que le groupe Prévoir s'est quand même beaucoup investi après dans le cyclisme. Oui, je veux dire que je l'ai bien aidé. Voilà, non, c'est ça qui est important. On parlait de finances, tout à fait, d'association. Et il y avait donc, c'est vrai que le groupe Prévoir était une société d'assurance de personnes et qui était très axée sur du relationnel. Et le relationnel nous a servi. Mais c'est vrai que par exemple, quand je suis arrivé sur Amiens, parce que je suis de Lille, et je suis arrivé en 85 sur Amiens, à Amiens, le groupe Prévoir, il y avait une personne. Et en Picardie, il y avait 5 personnes. Et donc, mon travail était justement développé. Et le développement, je l'ai fait par le sport. Quand je suis arrivé, j'ai rencontré Hubert Louvet, qui me connaissait, qui est président de la Ligue. Je suis rentré à la Ligue. Pendant 8 ans, j'étais trésorier de la Ligue. Et je dirais que, de fait, le Prévoir est entré dans le cyclisme. Et aujourd'hui, il est présent un peu dans toute la France, dans le cadre du cyclisme. Vous leur avez vendu le projet comment? Parce qu'on parlait tout à l'heure avec M. Koch, qu'il avait vendu tout le côté insertion au niveau politique. Vous l'avez vendu comment, ce projet? Parce que tous les responsables de ligue, aujourd'hui, ce qu'ils cherchent, c'est quand même de l'argent pour avancer. Bien sûr, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux parler de comment je l'ai vendu. Je l'ai vendu d'abord parce que ça me permettait d'avoir des contacts avec des personnes, de faire connaître l'image de l'entreprise, et puis de faire de la notoriété. Un peu de mécénat qui aujourd'hui, mécénat ça n'existe plus. Aujourd'hui, quand vous allez voir un sponsor, puisque je suis en même temps aussi organisateur avec Hubert Louvet et l'équipe de promotion Sport Picardie du Grand Prix de la Somme, du Critérium Jean Renaud, on va faire les 100 km de la Somme et le marathon de la Somme. Donc, et en même temps, dans mon village, je suis aussi président du comité des fêtes, ce qui fait que je fais pas mal de choses. La retraite sera bien occupée. Oui, pas de souci. Et le fait d'amener un sponsor, quel qu'il soit, c'est de lui montrer qu'en travers la manifestation que vous allez faire, eh bien, il puisse tirer profit du nom de sa société. Par exemple, nous, on va dire, eh bien, voilà, si vous investissez dans tel domaine, eh bien, voilà le chiffre d'affaires, et suivre avec cette société quel chiffre d'affaires il pourrait, quel nombre de contacts, quel nombre de clients il pourrait contacter, quel nombre d'images il pourrait avoir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un sponsor, je donne, mais qu'est-ce que ça peut m'apporter? Et par exemple, nous, chez Prévoir, et à mettre, par exemple, Prévoir sur un panneau dans un match de foot, ou ça n'amène rien du tout. En balle, vous allez faire un sport, je suis par exemple sponsor du volley de Longo, et bien en travers, c'est avec les adhérents, avec le président, on contacte les adhérents avec l'accord du président, et là, on devient sponsor, ou alors lors d'un match, bien, on fait une tombola, et à partir de là, on retire des bénéfices. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de mécénat. Aujourd'hui, je donne, combien je peux éventuellement récupérer. On va attendre alors très vite parce que ça ne lui parlera jamais. Je voudrais juste demander à M. Fin, en tant que représentant du cyclisme, est-ce que vous pensez que le développement des pistes cyclables et des infrastructures pour pratiquer est un élément qui favoriserait la pratique par un plus grand nombre d'habitants de Picardie? Est-ce que vous avez une idée, une analyse de la situation?
Oui, certainement le fait d'avoir des pistes cyclables, parce qu'on voit de plus en plus de foyers, de familles qui vont se balader en vélo. C'est vrai que sans pistes cyclables aujourd'hui sur des routes un peu plus fréquentées, c'est toujours dangereux. Et le fait d'amener des, comme on voit par exemple, je vais en parler pour mon petit village, eh bien le fait d'avoir une piste cyclable entre Amiens et j'irai jusque Saint-en-Amiénois, ça permet à beaucoup de personnes de pouvoir faire du vélo. Je vois même des habitants de Saint-Fucien qui vont travailler à Amiens en vélo, maintenant en vélo électrique et tout, alors qu'il y a encore quelques années, on ne voyait pas. Donc c'est certain que ça peut favoriser la pratique du sport et la pratique du vélo. Donc c'est un message aux institutions de réfléchir sur le développement des pistes cyclables. Pour la sécurité, je pense aussi. Oui, la sécurité, tout à fait, déjà en premier lieu. Et puis après, c'est vrai que le fait d'avoir une piste cyclable, ça permet aussi de délimiter chacun sa partie au niveau de la circulation. Monsieur Hermenot, Philippe Hermenot. Bonjour, donc moi Philippe Hermenot. Donc j'ai fait du vélo un petit peu après en école. Et pour ce qui est de l'insertion professionnelle, j'ai eu la chance d'avoir des contacts et ça a surtout été, enfin j'insisterai là-dessus sur une initiative locale, puisque c'était à l'époque avec le conseil régional de Picardie et 2-3 personnes au sein de la fédération de cyclisme de Picardie, qui était, donc la personne c'était Francis Van Tercel, qui est très connu dans le milieu sportif mais surtout dans le milieu cycliste. Et donc c'était 92, donc à l'époque où j'étais pas sélectionné pour aller aux Jeux Olympiques de Barcelone. La région de Picardie avait mis en place une procédure qui était l'aide à l'insertion professionnelle des athlètes de haut niveau. J'ai pu en bénéficier. Nous avons été 5 coureurs, 5 sportifs, parce qu'il y avait de la natation, il y avait du cyclisme, et on a pu en profiter. Et en fait, donc j'ai été embauché par EDF à l'époque, avant les Jeux Olympiques de Barcelone. Et le deal, si on peut parler comme ça, c'est que étant sportif en devenir à l'époque, le but c'était de rentrer dans une grande entreprise française et de pouvoir avoir une com externe, qui parlait au niveau d'EDF, de la clientèle et des collectivités locales, et aussi une com interne, donc faire passer un petit peu des messages, des valeurs, des choses de gens auprès des collègues au niveau de la com interne. Et le deal qui était fait à l'époque, c'était de pouvoir travailler sur un mi-temps par exemple, et le deuxième mi-temps était l'aide à l'entraînement, favoriser un petit peu l'entraînement des compétitions sportives pour avoir par la suite des résultats sportifs. Donc ces résultats, heureusement et par chance, j'ai pu les obtenir en 1996 aux Jeux Olympiques de Barcelone. Et donc on a fait on a fait une mission comme ça jusque 2000, donc à la fin des Jeux Olympiques de Sydney. Et là, au bout d'une dizaine d'années de sport de niveau, donc j'ai raccroché mon vélo et en fait j'ai réintégré l'entreprise à temps plein. Et c'était aussi une partie du deal, c'était de réintégrer l'entreprise et de redevenir un agent comme tout le monde, mais aussi de pouvoir véhiculer un petit peu les valeurs que sont le sport de niveau, et de pouvoir justement les retranscrire dans la carrière professionnelle. On va rebondir justement sur le côté professionnel. Très bien, médailles et compagnie, mais il y en a certainement qui n'ont pas eu ces médailles, qui ont intégré à l'époque EDF peut-être, ou d'autres. Je sais qu'il y en a qui sont dans l'armée française, il y en a d'autres qui SNCF. Est-ce que s'ils ratent sportivement, ils sont gardés dans l'entreprise? C'est-à-dire que j'ai côtoyé des sportifs de haut niveau qui rentraient dans des grandes entreprises françaises pour avoir un petit peu ce côté sécurité, puisque en ce qui concerne le cyclisme, on a la partie professionnelle, des coureurs qui font le Tour de France, tout ça, mais on a aussi le côté amateur, donc c'est des coureurs qui font de la pratique du cyclisme à haut niveau, mais qui ne sont pas payés pour faire ça. Donc il faut trouver une raison professionnelle. Et dans d'autres sports comme le handball, le judo ou d'autres disciplines, ces gens-là devaient aussi à l'époque trouver une carrière, enfin une entreprise pour être salarié tout simplement, pour pouvoir vivre un petit peu et être rémunéré. Donc le deal aussi, c'est pas un coup de poker, mais je veux dire, l'entreprise qui embauche l'athlète de niveau, on ne sait jamais à l'avance quelle carrière il va avoir. Donc le but, c'est de l'aider et de le mettre dans les meilleures conditions pour avoir
le temps nécessaire pour l'entraînement et aussi donc, ce qu'il veut dire pour avoir des résultats. Mais c'est sûr que quand vous signez un contrat, une entreprise et un athlète de niveau, on ne sait jamais ce que sera l'avenir, mais on essaye de le favoriser pour avoir les meilleurs résultats possibles. Alors c'est vrai, pour un athlète de haut niveau, on sait très bien ce qu'il fait, donc il s'entraîne une partie du temps, l'autre partie du temps, il travaille un petit peu dans l'entreprise. Je ne sais pas ce que vous faisiez à l'époque. Est-ce qu'au niveau du judo, dans le handball, on peut imaginer comme ça des postes où la personne peut être embauchée à mi-temps comme entraîneur, parce qu'on n'a pas 35 heures à occuper comme entraîneur, et puis bosser dans des entreprises? Est-ce que ça se fait au niveau des fédérations? Est-ce que c'est un... Nous, ça se fait, hein, bon, mais je ne vais pas parler simplement du judo, mais moi je voudrais dire que j'ai quand même fréquenté un peu certains athlètes de haut niveau et d'autres qui n'ont pas eu de médaille, etc., qui ont été pris effectivement sur des programmes, que ce soit dans la police ou ailleurs, bon, et qui ont les trois quarts, un sportif en général, quand il s'accroche à établir une relation avec les gens d'entreprise, ça se passe toujours très très bien. Bon, sauf s'il est là en disant, bon ok, c'est du provisoire, etc. Enfin, nous, dans tout ce qu'on avait fait avec le Crédit Lyonnais, la police, les conventions, en général, tous les gens qui évidemment, c'est de la com au départ. C'est toujours de la com au départ, externe et interne, de la part de l'entreprise. Mais les trois quarts du temps, très très souvent, les sportifs réussissent en plus assez bien, même souvent très bien dans l'entreprise. Enfin, moi je parle d'un gars de ma génération, je ne sais pas si vous vous souvenez d'Alain Mosconi, qui a été recordman du monde du 400 mètres, nage libre, je crois bien, tant que je me souvienne. Bon, ben Alain, chez Fiat, il a eu un gros poste, je veux dire. Donc, nous, on a, en tout cas sur la mairie de Marseille, on avait employé Serge Tomeau, qui était vice-champion du monde de karaté. Bon, maintenant, Serge est responsable de toutes les piscines de la ville de Marseille. Et donc, ces gens-là, une fois, le sport fait ainsi fait que les gens qui font de la compétition, qui en général marchent bien en compétition, même s'ils ne sont pas obligatoirement champions olympiques, hein, je veux dire en général, le fait de faire des efforts pour devenir un sportif de haut niveau, très souvent, ça aide énormément à réussir dans l'entreprise parce qu'on s'y accroche de la même manière. Et après, les enjeux sont différents. Le monde est différent, mais le rapport reste le même, je trouve. Je pense que les entreprises ont complètement compris que le sportif, quand il a fait de la compétition, c'est une plus-value. Parce qu'effectivement, il y a le dépassement de soi, on ne lâche pas l'affaire, on ne laisse pas les bras. Donc, on parle souvent des athlètes de très très haut niveau qui sont repris dans les entreprises. Alors ça, voilà, ça semble évident. Mais les fédérations travaillent sur la reconversion de tous les athlètes. Hein. Je pense que le hand, le judo sont des fédérations qui ont beaucoup travaillé sur l'accompagnement de l'athlète. Et c'est vrai qu'au départ, on ne peut pas préjuger du palmarès futur. Et donc, il y a une obligation de résultat sportif, mais une obligation de la part des fédérations d'assurer l'avenir social et professionnel de l'athlète. Hein. C'est une obligation et je pense que là, vous allez rejoindre. C'est une chose sur le centre de formation pro des clubs de handball. Pour faire un BTS, nos athlètes prennent 4 ans de 2. Mais quand même, soyons quand même un tout petit peu honnêtes. La notion de double projet qui a été au cœur de la politique sportive de l'État dans les années 90 a quand même passablement souffert des années 2000. Hein. Le double projet est un petit peu en berne au niveau des institutions. C'est vrai que s'il n'y a pas les grandes entreprises publiques françaises, vous parlez de SNCF, d'EDF, ou des administrations comme la police, l'armée, ou l'éducation nationale, on a du mal à trouver un nouvel élan. Je pense que là on a aussi un tournant. Alors, M. Leclerc parlait du MEDEF récemment, tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on attend des signaux de ce côté-là. Hein, parce que les fédérations ont pris le rôle de l'État sur ce sujet, mais le projet est quand même en grande difficulté, parce que ça coûte cher. On va être un petit peu limité par le temps, on va avoir le temps d'en parler tous ensemble après en atelier. Monsieur Leclerc va prendre la parole. Oui, pour un discours de dirigeant entre les deux. Dit tout à l'heure, je suis impliqué à d'autres niveaux de décision. Au congrès des CROSS et des CDO, j'ai incité les collègues à s'engager dans ces niveaux de décision. Je leur ai dit, investissez-vous avec les autres, avec le reste du mouvement associatif. Allez dans les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire. Investissez-vous dans les comités économiques et sociaux. C'est-à-dire qu'ici,
un discours un peu entre convaincus, avec des exemples chaleureux et généreux, et notre occupation est comment faire en sorte que ces préoccupations soient prises en compte par les décideurs de la société. Donc oui, il y a les rapports, etc., mais nous ne serons pas entendus directement, même si on fait de beaux rapports. Il faut, entre ici et la prise en compte, avoir une stratégie de communication. Je rentre de Lyon, au Conseil communal, mais ils avaient fait une manifestation, utiliser, qu'est-ce que ça veut dire pour vous les valeurs de l'Olympisme? L'excellence, respect, amitié. Donc des enfants de 12 à 17 ans ont été primés, etc. On pris la parole, dire, ah voilà, on est au baccalauréat, avec des enfants, vous avez traité d'un sujet magnifique qui pourrait être posé au bac en philo, en quoi les valeurs de l'Olympisme, respect, excellence, amitié, sont-elles au service des progrès de l'homme? Premier exemple. Deuxième exemple, oui, non, bref, deuxième exemple, il y a les journées sport santé, ça vient donc avec les mutuelles, la première fois ça n'a pas toujours été simple, avec le MEDEF cette fois-ci, dans ce coup-ci, donc on a les journées sport santé, il faut que dans cette région, ce soit dans toutes les régions, un gros succès, sport santé à l'école, à l'université, dans les entreprises, dans les clubs, etc., sur les 5 jours. La semaine prochaine, je vais demain à la journée olympique du Touquet. Cette journée olympique, c'est une opération de relations publiques pour dire, ben voilà, le 23, journée de la musique, on célèbre le lancement des Jeux olympiques par Pierre de Coubertin, et notre rôle à nous, dirigeants, dans les CROS, dans le CNOSF, dans les comités départementaux, dire, voyez, à travers des exemples très simples de cette journée, mesdames et messieurs, parents, etc., ce qui se passe tous les jours de la semaine dans tous les territoires de votre région, pour illustrer ce que nous disons ici, pour simplement l'illustrer. La semaine prochaine, je reviens, je serai sur Calais, il y a des classes olympiques en ce moment, il y a un camp olympique, on a lancé les camps olympiques, on dit au CROS, faites-les, et ça se terminera par les mini-jeux, c'est-à-dire que ici, nous sommes capables d'échanger nos exemples avec beaucoup de plaisir. C'est toujours très agréable d'écouter les collègues. Donc nous faisons, pour arriver à faire comprendre ce que nous faisons, eh bien, nous, dirigeants de ces structures, les CROS, les CDOS et les CDOS, nous devons montrer par des actions de cette nature ce qui se fait pour que quand on va expliquer ensuite aux décideurs, ils soient réceptifs et ils aient envie d'écouter ce que l'on dit. Je vais poser une question aux deux représentants de fédération. Est-ce qu'au niveau des fédérations judo ou handball, il y a justement une personne qui s'occupe de la relation entreprise pour essayer d'aider un peu les clubs, parce que chaque fois c'est des bénévoles qui doivent intervenir. Est-ce que ça existe? Oui, chez nous, on a la direction de la communication qui s'occupe de ça déjà, et puis on a un partenariat très établi, comme je pense aussi la fédération de hand avec certaines grosses entreprises. Donc là, sur ce plan-là, il n'y a pas de souci. Après, nous, en tant que commission éducation-insertion, concernant les rapports qu'on peut avoir avec des entreprises, bon, évidemment, il y a celle de la fédération, mais bon, on est tenu, bien normalement, à ne pas interférer sur ceux qui nous aident, voilà, donc sinon, oui, on a des professionnels qui s'en occupent, bien sûr. Pour notre part, nous avons créé un fonds de dotation récemment, dont l'objectif sera, et en tout cas, de favoriser l'insertion professionnelle, sociale des handballeurs avec un mécénat d'entreprise. D'accord. Monsieur Prin, vous voulez prendre la parole? Oui, tout à l'heure, on parlait de l'entreprise et le commercial et le sportif. C'est vrai que nous, lorsqu'on fait du recrutement, eh bien, c'est vrai qu'un sportif, dès l'instant qu'il a fait il a fait du sport quelques années, pas obligatoirement à haut niveau, comme disait tout à l'heure Cécile, c'est vrai que, eh bien, on l'embauche en priorité, parce qu'on sait qu'il va se battre, la difficulté va la combattre. Donc c'est un élément très important. Un sportif, un jeune qui a fait du sport, dans le monde du travail, c'est quelqu'un qui va, quand il a fait un peu de sport pendant un moment, mais c'est quelqu'un qui va se battre pour le travail, qui va combattre régulièrement. Donc c'est intéressant dans l'entreprise. Puis deuxième chose, nous, en entreprise, j'ai moi embauché Laurent Lecomte, qui était ici hockeyeur, qui était à la ville à Amiens,
et qui était sélectionné pour Nagano, pour l'équipe de France, donc il est allé aux Jeux Olympiques. Et je l'ai embauché à mi-temps pour qu'il puisse le faire. Et aujourd'hui, il est dans l'entreprise, on l'a recyclé, et très bien, il est inspecteur. Donc comme quoi, on peut, dans les entreprises, dès l'instant qu'on a, je dirais, la possibilité d'embaucher, et si on a un sportif qui s'en occupe un peu, ben, on peut développer ça. Merci bien. Je ris parce que je pense au terme recyclage. Donc ça marche aussi pour les sportifs. Monsieur Pipard, on va prendre il est temps de faire le petit mot de la fin avant de passer en atelier. Oui. Je vous laisse la parole. Merci. Bah, écoutez, moi je trouve que cette table ronde était vraiment très, très intéressante, très riche en interventions. Je pense que c'est de bon augure pour la suite. Hein. C'est une très bonne introduction pour les ateliers. En tout cas, moi, j'ai suivi avec beaucoup d'attention tout ce qui a été dit. Je pense que c'est fort intéressant. Et puis, ben, je pense que ça correspond bien, d'après ce qu'a dit M. Leclerc, le rôle des CROSS et des CDOS. Je pense qu'en Picardie, on est déjà bien engagé sur différentes actions. Je pense que ça va donner envie de poursuivre, de continuer et de réussir. Merci beaucoup. Alors...